Ceux qui traversent les mondes. Livre 2, La peur. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 1, Un mauvais guide. Valeria a pu sauver sa sœur Raja, mais elle a été contrainte de lui transmettre presque toute son énergie, ce qui l'a fait vieillir de plusieurs dizaines d'années et l'a rendue malade. Le processus utilisé par les Sili des émotions est inconnu des protecteurs, mais il a fonctionné et permis de sauver les deux sœurs. Valeria, vieille, épuisée et inconsciente, a été placée sous la surveillance des élus de l'amour. Raja s'est réveillée rajeunie, mais confuse. Selon Dana, la grande prêtresse des élus, l'énergie remplie d'émotions que lui a transmise sa sœur explique cet état. Raja porterait ses propres souvenirs, mais aussi ceux de sa sœur. Malgré les efforts et les pouvoirs des Sili de la tristesse, il s'est révélé impossible de différencier les deux et leurs visions sont contradictoires. Sophia apparaît comme la sauveuse de Raja des griffes de la prophétesse, mais aussi celle qui l'a enlevée et vidée de son énergie. Malgré ces deux versions, Santo, notre grand capitaine, reste convaincu de la culpabilité de Sophia. Il est confiant dans la véracité des propos de Louise, et surtout fou furieux d'avoir failli perdre Liam, notre guerrier de lumière, par la main même d'une Sili de la sagesse, et avec l'une des armes sacrées des protecteurs. Il refuse que l'histoire se répète. Le désaccord entre les élus et les protecteurs est évident, et se traduit désormais par une méfiance réciproque. Le portail majeur du fleuve Serpent, qui est aussi celui de l'Arche Bleue, reste sous bonne garde des protecteurs. Ils ont ordre de ne laisser passer personne, à part la grande prêtresse elle-même. Santo a convoqué une réunion des ordres et espère que l'arrivée prochaine des guides permettra d'apaiser les relations et de trouver une solution. Max referma son carnet d'un geste lent. Épuisé, il avait veillé toutes les nuits depuis une semaine pour retranscrire les événements importants qui s'étaient déroulés depuis le retour de Liam, Louise, Valeria et Raja, ainsi que depuis la disparition de Sophia. En tant que protecteur sachant, du moins apprenti, il était de son devoir de consigner avec exactitude tout ce à quoi il avait assisté. Bien entendu, son statut lui donnait accès à toutes les réunions et discussions qui mêlaient les protecteurs et plus spécifiquement le grand protecteur Santo, le protecteur sachant en titre JC, et Liam, le meilleur ami de Max et guerrier de lumière. Les réunions avaient été nombreuses depuis la fuite de Sophia. Où était-elle? Pourquoi ne revenait-elle pas? Max ne cessait de se le demander. 3 élus manquaient, Sabine, Elena et Sophia. Il fallait absolument les retrouver. Max bâilla sans décrocher la mâchoire, puis il se frotta les yeux. Quand il les rouvrit, il aperçut un léger filet de lumière apparaître sous sa tente. C'était l'aube, et c'était le signe. Il prit soin de changer de chemise pour ne pas importuner ses amis avec son odeur. Tous ses vêtements étaient imprégnés de fumée dégagée par les herbes que JC jetait toujours dans le feu pour commencer leur session. Si l'odeur lui avait longtemps donné la nausée au début de sa formation, il s'y était désormais habitué et avait appris à l'apprécier. Elle lui apportait même un certain réconfort. Toutefois, il savait qu'elle dérangeait les autres, surtout à une heure aussi matinale. Vêtu de sa nouvelle tunique, le jeune protecteur sortit rejoindre ses amis sous le sol pleureur. « Tu as l'air exténué, tu as besoin de dormir, Max, lui dit Liam en guise de salut. Oui, je sais, grommela Max. Les 2 garçons furent bientôt dérangés. Tu as été suivi demanda Max. Oui, mais je l'ai sommée, répondit Raja. C'était encore Louise, je la déteste. Impossible, répliqua Liam. Si cela avait été Louise, tu ne l'aurais pas semée. Bien sûr que je l'ai semée. Anaïs m'a aidée et Louise pense qu'elle me suit toujours à plusieurs mètres d'ici. Les pouvoirs des élus sont puissants, pensa Liam. L'habileté à la manipulation des esprits que possédaient les Sili de la joie, comme Anaïs, était l'un des plus forts de la vie du jeune guerrier de lumière. Peut-on faire confiance à Anaïs pour garder notre secret demanda Liam à Raja. La jeune fille regarda alors Liam avec défi et lui répondit piquante. Ton nouveau statut de guerrier de lumière t'a vraiment rendu parano. Tu doutes de toutes les élus, ma parole. Elle s'était emportée et avait bien entendu fait allusion à ce qui s'était passé un peu plus de 2 semaines auparavant. Car bien que ses propres souvenirs fussent confus, depuis que sa sœur lui avait transmis son énergie, elle en voulait à Liam de ne pas avoir pris la défense de Sophia. Elle avait peut-être des souvenirs et des émotions contradictoires, mais elle restait convaincue de l'innocence de Sophia et encore plus du fait que c'était grâce à son amie qu'elle avait pu être sauvée. Aussi grâce au sacrifice de ma sœur, pensa-t-elle tristement. Liam baissa les yeux et resta silencieux. Raja le sermonna. Jamais je ne douterai de Sophia, et ce même si mon esprit me joue des tours. Tu étais là, toi, tu n'as pas de trouble de mémoire.
Alors quelle est ton excuse pour ne pas l'avoir défendu contre les accusations de Louise? Pourquoi ne dis-tu pas réellement ce qui s'est passé? L'élu de la colère était folle de rage et lévitait. Les branches et les feuilles du sol pleureur s'agitaient sous l'effet des bourrasques qu'elle créait. Doucement, intervint Max, tu vas nous faire repérer. Non, elle a raison. Je m'en veux tellement si tu savais, Raja a fini par avouer Liam. J'ai raconté tout ce que j'ai vu, je te l'assure, et j'ai essayé de trouver un détail, quelque chose qui prouverait l'innocence de Sophia. Je leur ai même parlé de mon rêve sur la prophétesse. Mais ce n'était qu'un rêve, et ce qui s'est passé quand on t'a retrouvé n'est toujours pas clair pour moi. J'ai dû être honnête avec Santo. En revanche, je suis certain que Sophia ne t'aurait jamais fait de mal. Il faut absolument la retrouver ou retrouver la prophétesse. Je suis de plus en plus certain que c'est cette femme la coupable, ou qu'elle connaît les responsables. Raja retoucha le sol et l'arbre se tranquillisa. Max se rapprocha de ses deux amis et leur prit la main. « On va faire la lumière sur ce sujet, ensemble, leur dit-il. » Et il ajouta. « Comment va ta sœur ?»« Toujours pareil, répondit Raja avec quelques sanglots dans la voix. Puis la jeune fille prit une grande inspiration pour refouler ses pleurs et se donner le plus de courage possible. Ce qu'elle s'apprêtait à leur dire lui fendait le cœur. « Je suis désolée les garçons, mais je ne peux plus vous voir. »« Quoi ? Pourquoi ? Demanda Max. J'ai bien réfléchi et j'ai l'impression de trahir les miens avec nos rendez-vous secrets. Mais non, enfin Raja, nous ne trahissons aucun des serments faits à nos ordres, répliqua Max, sûr de lui. Pas encore, mais cela n'est plus qu'une question de temps, j'en ai peur. Que veux-tu dire ? Demanda alors Liam. Je veux dire que les protecteurs bloquent l'accès à notre portail, nous empêchent de retrouver nos sœurs dans le monde humain, et que les tensions entre nos deux ordres sont de plus en plus fortes. Mais c'est pour votre bien, s'exclama Max. 3 élus ont disparu et tu as failli mourir, enfin, Raja. Peut-être, mais le problème c'est que vous pensez nous protéger de nous-mêmes, car vous n'avez plus confiance en les élus. Ce n'est pas vrai, répliqua Max. Si, elle a raison, l'interrompit Liam. Tu le sais, Max. Santo et Dana se regardent en chiens de faïence, et oui, les protecteurs bloquent le portail et empêchent les élus d'aller et venir à leur guise. Vous nous empêchez de poursuivre nos missions dans le monde des hommes et de retrouver nos sœurs, précisa Raja. Et les élus n'accepteront pas longtemps cette situation, n'est-ce pas, Raja? Peut-être avez-vous déjà un plan, demanda alors Liam. La jeune fille marqua un long silence avant de répondre. Nous espérons que la réunion des ordres permettra de trouver une issue, mais elle ne finit pas sa phrase. Je comprends, Raja, dit Liam. Tu ne veux pas nous obliger à rompre nos serments ni rompre le tien. Elle acquiesça d'un mouvement léger de la tête et d'un sourire triste. Mais, tenta de protester Max sans trouver d'argument. Le silence se fit parmi les 3 amis. Après quelques instants, Liam ajouta. Sache que nous serons toujours là pour toi et que nous mettrons tout en œuvre de notre côté pour retrouver tes sœurs et prouver l'innocence de Sophia. Si tu as besoin de nous, laisse un message dans le grand creux du sol pleureur. Fais bien attention à toi, Raja. Nous ne connaissons pas l'identité des kidnappeurs, ni ce qui nous menace, et nous ne voulons pas risquer de te perdre à nouveau. Je ferai attention, répondit Raja. Vous aussi faites attention. Surtout ne doutez jamais de Sophia et des élus, quoi qu'il advienne. C'est promis, répondirent les 2 garçons. Comment se fait-il qu'il fasse si chaud ? J'ai l'impression d'être chez moi dans les terres de feu, s'exclama Binta. Regarde cette sécheresse, maestro. N'oublie pas que c'est l'été ici, mais oui, malheureusement tu as raison, ce n'est pas normal. Je n'ai jamais connu une telle chaleur et une telle sécheresse à l'Arche Bleue. Notre monde change et ce n'est pas bon signe. Maestro avait répondu à Binta avec la même tristesse que celle qu'il ne l'avait pas quittée depuis le décès de leur grande guide, Oda. Depuis qu'il avait appris la disparition de Sophia, sa petite fille adoptive, le guide de la communauté du Grand Chêne semblait même désespéré. 4 des 7 guides du monde des Scilly étaient arrivés à l'Arche Bleue le matin même, après avoir marché plusieurs jours et franchi plusieurs portails. Une réunion entre les ordres avait été requise par Santo pour discuter de la disparition des élus et de la prophétie qui annonçait une guerre avec les humains. « Que t'a dit Dana ?» demanda Binta à Maestro. « Tout ce qu'elle sait, je pense, c'est-à-dire ce que nous a raconté Santo, à quelques détails près, mais aussi qu'elle compte sur moi pour amener les protecteurs à de meilleures dispositions. Et toi, le lui as-tu dit ? Non, je ne lui ai pas parlé depuis l'élection, je préfère le lui dire en face. Avant le décès d'Oda, lors de la fête de Brida, les guides avaient procédé à une première élection pour désigner son remplaçant. Malheureusement, le résultat, connu d'Oda seul, avait été emporté avec elle.
Alors qu'ils venaient de finir leur période de deuil et de rituel pour accompagner l'âme d'Oda vers la lumière, les guides avaient été tenus au courant des événements qui s'étaient déroulés à l'Arche Bleue. Maestro s'en souvenait très bien. Santo l'avait appelé grâce à la bague qu'il lui avait offerte plusieurs années auparavant. Le guide s'était présenté au grand protecteur en projection astrale, mais son ami avait refusé de lui parler seul. « Je suis désolée, mon ami, mais je ne peux pas te raconter ce que je sais à toi seul. Il est important que tous les guides soient là. Cela concerne Sophia. J'espère que tu comprendras. » Voilà ce que Santo lui avait dit avant d'exposer tous les faits à toutes les projections astrales des guides, puis de convoquer une réunion des ordres. Ils avaient donc dû se résoudre à procéder à l'élection de leur nouveau leader au plus tôt, pour qu'ils puissent les représenter. En tout cas, c'est ce qu'avait soutenu Sirto. Maestro repensa alors aux discussions qui avaient précédé la nouvelle nomination. Sous le choc de la disparition de sa petite-fille, il avait quand même tenté de repousser l'élection, pensant plus sage de faire la lumière sur la nature des événements et des disparitions. Mais Sirto avait démonté tous ses arguments, affirmant qu'il était dangereux d'ajouter du chaos au chaos et que le temps des discussions était terminé. Tassili de la sagesse a voulu tuer le guerrier de lumière. Elle a combattu et blessé une des protectrices et elle a enlevé une élue. La situation est grave, Maestro. Tu es fou si tu ne le vois pas. Les mots qu'avait prononcés Sirto résonnaient encore dans l'esprit de Maestro. Était-il si attaché à Sophia qu'il était devenu aveugle? Même Santo doutait de son objectivité. Sinon, pourquoi avait-il exigé la présence de tous ses confrères? Sirto avait ensuite rappelé une nouvelle fois l'histoire de Minerva. Elle avait été Silly de la sagesse avant Sophia. Elle avait tué des protecteurs et voulu détruire les voiles. Puis il avait également rappelé la prophétie d'Anna et celle de la fête de Brida qui annonçaient toutes deux une guerre prochaine avec les humains. Maestro était le grand-père adoptif de la Silly accusée de crimes horribles. Il n'avait aucune chance de remporter les élections. Il était trop impliqué. Sa seule chance aurait été de les repousser le temps de retrouver Sophia et de prouver son innocence. Mais Sirto avait fini par convaincre les autres guides, et bien évidemment, il avait été élu. Binta sortit Maestro de ses pensées. « Quand vois-tu la grande prêtresse ?»« Dans 1 heure. Accompagne-moi, s'il te plaît. Je suis sûre que Dana sera d'accord pour que tu assistes à notre entrevue. J'ai besoin d'une amie et d'un autre guide qui puisse tisser des liens de confiance avec elle et avec les élus. Je ne peux plus être seule à garantir ce lien, car nos frères et sœurs ne me font plus confiance. Néanmoins, je te préviens, elle a un caractère bien trempé. »« Alors je l'aime déjà, répondit Binta avec malice. Dana accueillit Maestro avec empressement et soulagement. « Je suis heureuse de te voir, Maestro. Moi aussi, Dana, je voudrais te présenter Binta, guide des terres de feu. Si tu l'acceptes, j'aimerais qu'elle assiste à notre entrevue. » Les deux amies étaient dans le jardin situé au centre des dômes de l'Arche Bleue. Binta, elle, attendait devant l'entrée. Pour quelle raison? Maestro annonça alors à Dana qu'il avait perdu l'élection et que, d'évidence, cela était dû au doute des guides sur son objectivité envers Sophia et concernant les décisions difficiles à prendre. Je suis désolée, Dana, mais il est clair qu'ils douteront certainement aussi de mon objectivité au sujet du différend entre les élus et les protecteurs. Il est plus sage que tu puisses avoir d'autres alliés et amis parmi les guides. Dana s'effondra, désespérée d'apprendre que Sirto avait été élu grand guide. « Elle peut venir, répondit-elle simplement, la gorge serrée. Binta les rejoignit alors dans le jardin et les deux femmes se jaugèrent de la tête aux pieds avant de se saluer. « Bienvenue à l'Arche Bleue, Binta, dit Dana. Les amis de Maestro sont mes amis. J'espère que vous serez à la hauteur de la confiance qu'il place en vous. » Merci, Dana. Je suis honorée et j'espère que nous serons tous à la hauteur des défis que nous envoie la lumière. Dana évalua à nouveau la guide des terres de feu. Sans transition, elle s'exclama. Santo a perdu l'esprit. Comment peut-il accuser une élue sans preuve indéniable? Comment ose-t-il bloquer l'accès au portail? C'est insensé. 3 élus ont disparu et Valéria, elle est... La gorge de la prêtresse se serra de nouveau. Je comprends et je salue ta sagesse de ne pas avoir repris le portail par la force et d'avoir patienté jusqu'à la réunion des ordres. Crois-moi, maestro, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Il est évident que Sabine, Elena et Sophia sont chez les humains. Il faut que nous puissions reprendre nos missions au plus vite. Sais-tu où est Sophia? Demanda immédiatement Maestro plein d'espoir. Non, pas exactement. Je pensais pouvoir la retrouver grâce à la pierre de lune, mais elle s'en est séparée. Comment le sais-tu? As-tu retrouvé la pierre? Oui, là où Sophia a combattu la prophétesse et sauvé Raja. Maestro resta silencieux et pensif. Comment pouvez-vous être certaine que c'est ce qui s'est passé? Demanda alors Binta. N'avez-vous pas dit vous-même que les souvenirs de Raja étaient confus? C'est vrai, ils le sont. La jeune fille possède les souvenirs de sa sœur et les siens.
Mais comme tous les élus, elle a foi en Sophia. Et nous n'avons aucun doute sur le fait que c'est bien ce qui s'est passé. Sophia a combattu la prophétesse et a sauvé son amie. Comment expliques-tu les souvenirs de Louise et la blessure de Liam demanda à son tour Maestro. Je pense qu'ils ont été manipulés. Comment? Je ne sais pas. Mais cette prophétesse ne m'a jamais inspiré confiance. Maestro et Binta repensèrent immédiatement à la fête de Brida et à la mort d'Oda qui était survenue pendant le récit de la vision de la prophétesse. Pour manipuler les esprits, elle doit détenir les pouvoirs d'un élu de la joie, réfléchit Maestro à voix haute. Ou de la peur, répondit Dana. La peur nous fait aussi voir le monde et les choses sous un prisme déformé. Une élue de la peur? Comment est-ce possible? Je ne sais pas, Maestro, mais c'est ma seule explication. Les deux guides et la grande prêtresse restèrent silencieux. C'est Binta qui rompit de nouveau le silence. Comptez-vous exposer cette théorie lors de la réunion de ce soir? Dana émit alors un rire nerveux. Vous pensez que Sirto ou Santo me croiraient? Non, chère Binta, je n'en ai pas l'intention. Santo a perdu l'esprit et Sirto est... Eh bien, Sirto est un bien mauvais choix pour un grand guide. N'oubliez pas aussi que c'est lui qui a ramené la prophétesse à la fête de Brida. L'accuser elle, c'est l'accuser lui. Il nous faut des preuves solides. Je compte uniquement demander que les protecteurs lèvent leur blocage sur notre portail et sur nos mouvements dans le monde humain, et rappeler à tous qu'il n'y a aucune preuve formelle de la culpabilité de Sophia. Binta resta silencieuse le reste de la discussion. Elle observait et détaillait toutes les magnifiques statues du jardin et écoutait le ton de la voix de la grande prêtresse. Un ton sincère, empreint de force et de dévotion. Rien à voir avec celui de Sirto. Elle pensait que le monde des Scilly était en train de se scinder en deux camps et que la lumière malicieuse venait de lui indiquer son chemin. Un chemin qui allait pourtant se révéler très difficile. Max était immobile, la plume à la main, et cela depuis plus d'1 heure maintenant. Il gardait toujours cette position avant de commencer le récit d'un nouvel événement dans ses carnets. Un observateur externe aurait pensé qu'il dormait les yeux ouverts ou qu'il était paralysé. En fait, ce long moment d'immobilité était nécessaire pour organiser les pensées du protecteur sachant et structurer le récit qu'il allait inscrire sur le papier. Enfin, le jeune homme bougea, trempa sa plume dans son encrier et se mit à tracer des traits et des courbes sans aucune pause ni hésitation. Le récit qui suit m'a été fait par JC, protecteur sachant officiel. Il résume ce qui s'est déroulé à l'occasion de la réunion des ordres demandée par Santo, notre grand protecteur, lors de la 27e lune du 3e cycle de l'année. Cette réunion s'est tenue dans la salle principale de l'Arche Bleue, comme l'a demandé Dana, la grande prêtresse. Selon JC, c'était sans doute pour rappeler à tous l'importance des élus et de leur pouvoir. 3 représentants de chaque ordre y ont participé. Sirto, le nouveau grand guide, a choisi d'être accompagné de Binta, guide des terres de feu, ainsi que d'Henri, guide de la montagne des murmures. Dana, la grande prêtresse, a été accompagnée de Maya, élue de l'amour du fleuve serpent, et Cybèle, élue de l'amour du grand chêne. JC a noté que choisir 2 élus de l'amour a été judicieux de la part de Dana, pour apaiser les discussions et montrer leur bonne volonté. Santo, notre grand protecteur, a été accompagné de JC, protecteur sachant, et d'Adolfo, capitaine du fleuve serpent. Le 4e ordre n'a été représenté que par Nadège, grande sœur des Scilly de la Terre. Cependant, cette dernière a rappelé que par respect pour les traditions de neutralité de leur ordre, elle n'allait pas prendre part aux discussions. Les 3 chefs des ordres ont ensuite prêté serment devant la lumière de respecter les décisions qui seraient votées. Aucun serment n'a été exigé de Nadège. Les discussions ont d'abord été calmes et respectueuses. Chacun a pu exposer tranquillement ses faits, ainsi que ses réflexions et propositions. Après avoir raconté une nouvelle fois le récit de Louise et Liam, Santo a réaffirmé ses convictions quant à la culpabilité de Sophia. Il a demandé au Conseil de voter la protection de tous les portails majeurs et donc d'étendre la garde des protecteurs aux autres communautés. Dana a rappelé les souvenirs de Raja, qui prouverait l'innocence de Sophia et la désignerait comme sa sauveuse, contrairement à ce que d'autres ont avancé. À la grande surprise de tous, elle ne s'est pas opposée à la garde des portails majeurs par les protecteurs, mais elle a exigé que les élus puissent poursuivre leur mission ancestrale et aider les enfants humains. Un bon compromis, a commenté JC. Et c'est ce qu'a aussi semblé penser notre grand capitaine, jusqu'à ce que Sirto prenne la parole à son tour. Le grand guide a commencé par douter du témoignage de Raja. L'élu avait été affaibli, vieilli, vidé de son énergie vitale quand on l'avait retrouvé, et il a jugé évident qu'on ne pouvait pas se fier aux souvenirs de la jeune fille, qui restait contradictoire et confus. Pour lui,
tout convergeait vers la culpabilité de Sophia. Il a aussi fait remarquer qu'il n'y avait de toute façon pas d'autres suspects. Sirto a alors rappelé la dangerosité des Scilly de la sagesse et les drames survenus de la main de Minerva. Pour finir, le grand guide a exprimé ses regrets à la grande prêtresse et à tous les élus avant de conclure qu'il pensait plus sage de suspendre leur mission dans le monde des hommes, le temps de renforcer les protections de notre monde. Selon Sirto, Minerva était alliée aux humains, et il ne serait pas folie de croire que Sophia ait pu faire de même. Cela pourrait même expliquer l'invasion et la guerre prochaine avec les humains annoncées par les deux prophéties, celle d'Anna et celle de la fête de Brida. Comment pourrait-il franchir les voiles aussi nombreux sans l'aide d'une Scilly puissante, a-t-il demandé. Ne faisons pas les mêmes erreurs que par le passé. Ne nous divisons pas et prenons toutes les précautions nécessaires pour protéger notre monde. Santo a acquiescé de la tête et s'est tourné vers Dana pour observer sa réaction. La grande prophétesse s'est levée à nouveau, les poings serrés, et a lancé. Ce que tu nous demandes est de baser nos choix sur nos peurs, sur vos peurs. D'abord votre crainte des humains, que contrairement à nous, vous connaissez peu. Ensuite, votre crainte d'une guerre qui, je vous le rappelle, n'a pas lieu et n'aura sans doute jamais lieu. Pour finir, votre crainte d'une jeune fille de seulement 13 ans. Croyez-moi, chers amis, la peur est un mauvais guide, car elle provoque presque toujours la survenue des événements que nous craignons ou essayons de fuir. Puis, plus calme et douce, elle a ajouté. Nous devrions baser nos choix sur l'espoir et la confiance, en nous-mêmes et en la lumière. Sophia est innocente, je vous l'assure. Contrairement à ce que tu avances, Sirto, il existe un autre suspect, la prophétesse. Comment est intervenu Sirto. Que savons-nous sur elle? Rien. Pourtant, c'est elle qui a annoncé la guerre avec les humains. C'est elle qui était avec Raja et Sophia quand Valéria et les protecteurs les ont retrouvés. Tu parles de confiance, Dana, mais tu me refuses la tienne. La prophétesse vient de ma communauté, je lui ai fait passer le test moi-même. Enfin, elle n'a fait que confirmer la prophétie d'Anna qui date de plusieurs décennies. Comment peux-tu en douter? Où est cette prophétesse désormais? Pourquoi se cache-t-elle? Et toi, Sirto, comment peux-tu remettre en question mon jugement sur Sophia et vouloir interdire aux élus de mener leur mission ancestrale? Selon JC, le grand guide et la grande prêtresse se sont défiés du regard. Soudain, Sirto s'est adouci. Je ne sais pas où est la prophétesse, mais je suis certain qu'elle va revenir. Elle doit avoir peur, voilà tout. Et je ne souhaite pas interdire aux élus de poursuivre leur mission dans le monde des humains, chère Dana. Je t'assure, je pense juste plus sage de les suspendre le temps de sécuriser et renforcer les portails et les voiles. Si rien de mal ne surgit lors des 2 prochains cycles, alors tous les élus pourront reprendre leur mission. Cela me paraît raisonnable et sage, avança Santo. Cela est insensé, répliqua Dana. 2 cycles pour nous, ce sont 2 années dans leur monde, c'est une éternité d'ombre pour les enfants sans élus pour les aider. Peut-être, mais je préfère faire passer les nôtres en premier, conclut Sirto. Surtout si les prophéties sont justes et que les hommes deviennent nos ennemis. La peur encore, Sirto. La peur guide tes choix. Cela ne conduira à rien de bon, a répondu la grande prêtresse, lasse et épuisée. L'histoire se répétait, et c'était donc à Santo et aux protecteurs de trancher. Santo a demandé à s'isoler avec JC et Adolfo. La séance a été suspendue. Max sortit de sa tente et alla retrouver Liam, assis à quelques mètres de celle du grand capitaine. Sont-ils sortis? Non, pas encore, mais ils ne parlent plus, alors je pense qu'ils ont pris une décision. Après un baiser sur le front de sa sœur, toujours inconsciente, Raja suivit Inès à travers les couloirs du dôme de l'Arche Bleue. Il était temps de repasser le portail et de commencer la mission que leur avait confiée Dana, à toutes les 2. Comme 2 petites souris, l'élu du courage et celle de la colère arpentèrent les couloirs vers la sortie et vers la clairière où se trouvait le portail gardé par 2 protecteurs. « Je ne reviens pas de tout ce que nous a dit Dana, dit Inès. Je sais, c'est hallucinant. Tu savais pour Sophia? Non, elle ne m'en a jamais parlé, avoua Raja à contre-cœur. Elle n'en a sûrement pas eu le temps, tu sais. Le lendemain de la réunion des ordres, Dana avait en effet réuni tous les élus et leurs tuteurs dans les jardins de l'Arche Bleue pour leur annoncer la décision du Grand Conseil. Suspendre leur mission dans le monde des hommes pour les 2 prochains cycles. Puis elle leur avait tout raconté. Les origines de Sophia, l'histoire de Minerva, l'attaque du gardien de Terra et ses doutes quant aux intentions de Sirto et au pouvoir de la prophétesse. Les élus avaient écouté attentivement chacun des mots prononcés par leur chef. Puis quand elle lui exposait son plan, chacun dut choisir s'il souhaitait y prendre part. Vous avez prêté le serment de l'ordre des élus, vous êtes donc déjà liés au secret devant la lumière, leur avait rappelé Dana.
Toutefois, c'est à vous seul de décider si vous souhaitez prendre part aux batailles que nous allons mener en secret et à l'encontre des décisions prises hier soir. » La grande prêtresse se tut. Raja fut la première à se lever pour donner son assentiment. Bientôt, tous firent de même. L'ordre était soudé. « Pourquoi Dana n'a-t-elle pas parlé au protecteur et au guide de l'agression de climat et des modifications qui surviennent sur Terra et dans notre monde ?» demanda Inès. « Vu ce qu'elle nous a raconté, j'imagine qu'ils auraient encore mis cela sur le dos de Sophia. »« Oui, tu as raison. Et j'imagine que c'est ce qu'elle a conclu aussi. »« Tu crois qu'il existe d'autres enfants des deux mondes ?»« Je ne sais pas, Inès, » répondit Raja un peu agacé. « Dépêche-toi, Anaïs et Iris doivent s'impatienter. » Les deux jeunes filles s'arrêtèrent à quelques mètres du portail et se tapirent dans le champ d'herbe haute. Elles auraient pu utiliser leur bouclier d'invisibilité, mais Louise avait prévenu les siens que c'était de cette façon que Sophia avait pu franchir le portail la première fois. Depuis, Santo avait fait renforcer la garde avec 3 protecteurs supplémentaires, dont 2 qui devaient constamment garder les yeux fixés dessus et ne jamais tourner le dos au portail. « Et maintenant, comment prévient-on Anaïs et Iris ?»« Laisse, je m'en occupe, » chuchota Inès. « On a convenu d'un signal. » L'élu du courage siffla doucement et réveilla plusieurs papillons qui vinrent virevolter au-dessus d'elle. « C'est Sophia qui me l'a appris, » dit Inès toute heureuse. L'amas de papillons était visible de loin. Les 2 filles attendirent et virent bientôt 2 cilices de la terre, reconnaissables à leur crâne chauve et à leur tunique violette, s'approcher du portail pour ravitailler les protecteurs en eau et en nourriture. « C'est bon, on peut y aller !» cria presque Inès qui se releva d'un bond sans crainte. « Chut !» tenta de la faire taire Raja. « Mais non, t'inquiète, regarde !» Inès passa parmi les protecteurs en leur faisant plusieurs grimaces enfantines. « Ils ne peuvent ni nous voir ni nous entendre. »« Oui, mais peut-être que d'autres plus loin, eux, le peuvent. Arrête, s'il te plaît. » Inès se calma et suivit Raja jusqu'au portail. Avant de le franchir, Raja jeta un œil aux 2 femmes immobiles et concentrées. Iris et Anaïs avaient rasé leurs belles chevelures noires et jaunes pour se faire passer pour des cilices de la terre et manipuler l'esprit des gardes. Pour éviter tout soupçon, Iris avait aussi mis fin à son illusion de jeunesse. Les 2 élus de la joie allaient devoir rester parmi les cilices de la terre et sous cette apparence tout le temps que durerait la mission des jeunes filles. Retrouver Sophia et les autres au plus vite. Fin du chapitre 1. Peter, passage 1. Il n'y avait pas de temps à perdre. Sophia devait protéger Peter de Calypso et de sa bande, puis retraverser les voiles pour alerter les siens du danger que représentaient les Unseelie ou les Éternels, comme elles aimaient se faire appeler. La seule façon était d'abord d'aider Peter à surmonter ses peurs, pour qu'il ose retourner chez lui. L'accompagner, puis trouver un moyen de le cacher était le plan de Sophia. Mais ce n'était pas une mince affaire, surtout que si le jeune homme était dans cette situation, c'était sa faute à elle. À cause d'elle, il était devenu sans domicile fixe, à la merci des dealers et des agresseurs, mais également de la dangereuse Calypso. « Comment faire ?» se demandait-elle. « Impossible de me montrer à nouveau à lui, car il ne me fera jamais confiance. J'improviserai, car je n'ai pas le temps de douter. » La jeune élue prit le chemin du squat dans lequel son protégé s'était réfugié depuis sa rupture avec son père. Ce dernier avait découvert l'homosexualité de son fils dans des conditions horribles, et Sophia s'en sentait encore coupable. Elle vit le jeune garçon avant même d'arriver à destination. Il marchait dans une des ruelles adjacentes. La tête recouverte d'une capuche attachée à un manteau sale et puant, le jeune homme rasait les murs. Et ce n'était pas pour échapper aux policiers. Le couvre-feu n'avait pas encore commencé et, a priori, il ne risquait rien. Non, Peter se comportait ainsi parce qu'il n'avait plus d'estime de lui-même. Plusieurs semaines loin des siens et dans des conditions de vie déplorables l'avaient changé. La tâche de la jeune fille serait difficile. Elle le suivit jusqu'au local tenu par l'association qui distribuait de la nourriture. Un bénévole accosta Peter pour tenter une nouvelle fois d'engager la conversation avec lui, mais le jeune homme refusa encore de se livrer. Il ne veut pas de l'aide proposée, il ne pense pas la mériter, pensa Sophia. Pourtant, parler lui ferait le plus grand bien. Parler avec des personnes qui peuvent le comprendre. L'élu réfléchit. Soudain, elle eut une idée. La jeune Silly se concentra pour savoir si Peter risquait une autre tentative de kidnapping. Comme son nouveau pouvoir lui indiqua qu'il était hors de danger, au moins pour les prochaines heures, elle vola jusqu'au lycée où son protégé était normalement scolarisé. Lorsque la sonnerie de fin des cours retentit, Sophia observa attentivement la sortie des élèves. Tous portaient des masques contre la pollution
et il n'était pas évident d'identifier celle qu'elle cherchait. Tous les ados avaient aussi une autre chose en commun. Leur aura était d'une couleur orange, sombre. Ils ont tous peur, sentit Sophia, qui fut submergée par les angoisses des jeunes gens. La pollution, le changement climatique, les coupures d'eau potable et d'électricité, le nouveau régime autoritaire, le couvre-feu, leur perspective était bien sombre, leur présent aussi. Cette détresse la toucha en plein cœur. Pour elle, l'urgence de sauver le monde des hommes, qui était aussi le sien, devint aussi forte que celle de sauver celui des Silly. Une chose après l'autre, se dit-elle. Je dois d'abord réparer mes erreurs avec Peter. La jeune élue fut soulagée de reconnaître enfin Solène. Elle la suivit en pensant à ce qu'elle allait bien pouvoir lui dire. Après plusieurs longues minutes à tourner en rond dans le quartier, Sophia comprit enfin que Solène essayait de la semer. Elle décida alors de se rendre invisible pour continuer sa filature qui la mena à un appartement à seulement quelques mètres du lycée. Solène regarda tout autour d'elle avant de frapper à la porte d'une façon codée. Ce manège et ses secrets intriguèrent Sophia, qui décida d'entrer avec la jeune fille. « Désolée du retard, dit Solène. J'ai eu peur d'être suivie par une flic en civil. »« Tu l'as semé ? Oui, tout va bien. On peut commencer. » Sophia fut surprise d'assister à une réunion d'une vingtaine d'adolescents opposant au nouveau régime présidentiel. Le groupe était divisé sur la stratégie à mettre en place. Plusieurs voulaient prendre les armes, tandis que les autres étaient convaincus que seule une mobilisation non violente et pacifique aurait des résultats, même si cela prendrait plus de temps. « Toutes les sections doivent voter cette semaine, sans exception, dit un jeune homme que Sophia identifia comme leur leader. Notre action, quelle qu'elle soit, sera coordonnée en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Nous devons donc décider collégialement de la méthode, mais aussi de la date. L'Italie a déjà voté, ainsi que d'autres pays. Les résultats sont tenus secrets pour ne pas nous influencer. » Le débat qui suivit fut houleux et dense. Puis vinrent les conclusions. Demain sera notre dernière journée de discussion avant le vote de samedi. Nous voterons en présentiel. Il y a eu trop d'infiltration dans nos groupes WhatsApp et Telegram. D'ailleurs, nous cherchons un nouveau mode de communication, mais en attendant, nous continuerons à utiliser la méthode street art des 2 frères italiens de la section de Rome. Le prochain lieu de rendez-vous sera affiché au dernier moment sur le mur habituel avec le symbole de notre groupe. Puis il ajouta « Rentrez vite avant le couvre-feu. On se revoit demain pour la fin des débats. » Tout en pensant au courage énorme de tous ces jeunes gens, Sophia suivit Solène sur le chemin de son appartement. Elle était décidée à les aider dès qu'elle pourrait revenir dans le monde des hommes. Après avoir arpenté 1 ou 2 rues, la jeune élue mit fin à son invisibilité et se positionna parfaitement pour croiser la route de la jeune amie de Peter. « Salut, lui dit Sophia. Solène la vit et lui jeta un regard méfiant. La rumeur que de jeunes gens aidaient la police et s'étaient joints à leur milice avait circulé dans les sections, et Sophia n'inspirait pas confiance à la lycéenne. « On se connaît ? » ?»« Oui, on avait discuté une fois devant le lycée. » Mais son baratin ne prit pas. Alors Sophia, désespérée, reformula à la hâte. « On avait discuté avec Peter, tu ne te souviens pas ?»« Peter !» s'exclama Solène, « tu l'as vu ?»« Oui, je l'ai croisé récemment au squat de Belleville. Il n'était pas beau à voir et il ne m'a pas reconnu, lui non plus. »« Il est où ce squat exactement ?» s'empressa de demander la jeune fille. Sophia lui donna le plus de détails possible et ajouta « Je crois qu'il serait heureux de te voir. » Solène la regarda avec de grands yeux étonnés. « Elle doit vraiment se demander qui je suis, pensa Sophia, qui décida de mettre rapidement fin à la discussion avant que des questions ne soient posées. « Allez, je file, c'est bientôt le couvre-feu, lui dit-elle. Prends soin de toi. » L'élu de la sagesse retourna rapidement au squat pour veiller sur Peter. Solène ne viendrait sûrement pas durant le couvre-feu. Elle devait donc attendre et protéger Peter jusqu'au lendemain. Le jeune garçon était allongé sur son matelas. Il faisait froid et il grelottait avec sa mince couverture. Sophia aurait tant voulu le réchauffer, mais elle se résignait à rester à ses côtés, invisible. Dans son sommeil, qui mit un long moment à arriver, le jeune homme s'agita. La Silly se connecta à lui et découvrit les images qui le hantaient. Peter revivait l'agression par son père, ainsi que l'attaque qui avait suivi. Sophia dut revoir ce souvenir douloureux à travers les yeux de son protégé, et cela lui fit horreur. Alors qu'elle essayait de calmer son esprit tant bien que mal, les cris du jeune homme alertèrent le dealer du squat. « Hé, Peter, ça ne va pas, mon pote ? Attends, si tu veux, je te donne une petite pilule pour t'aider à dormir. Hé, tu m'entends ?» L'homme aux dents crasseuses et abîmé par la drogue se dirigeait vers Peter avec 2 pilules à la main. Il allait le réveiller et l'incitait à nouveau à en prendre. La jeune Silly tenta de se rassurer en se disant que Peter avait déjà refusé. Mais elle n'était pas convaincue que le jeune garçon reste fort, surtout avec toutes ses peurs et ses angoisses qui le rongeaient.
Elle savait très bien ce qu'il ressentait pour l'avoir vécu elle-même. Devait-elle intervenir ? Elle savait, elle l'avait compris à ses dépens, qu'il ne servait à rien d'agir sur les problèmes et les personnes qui empoisonnaient la vie de ses protégés. Elle devait uniquement aider les enfants à se débrouiller par eux-mêmes grâce au pouvoir des émotions. Toutefois, c'était elle la responsable de ce que Peter vivait, alors elle pensa « Peut-être puis-je faire une exception ?» Elle vérifia que Peter était toujours endormi en prise avec son cauchemar et apparut cheveux au vent et en lévitation au-dessus de lui face au dealer. « Ne l'approche plus et ne lui propose plus de drogue ou tu le regretteras. » Ce fut d'une efficacité redoutable. L'homme blanchit, cria et s'enfuit dans la seconde. Satisfaite, même si un peu honteuse, elle recouvra son invisibilité et continua sa veille. Au petit matin, Solène entra dans le squat à la grande joie de Sophia. « Cette jeune fille est d'un courage à toute épreuve, » pensa la jeune élue admirative. « Salut, y a quelqu'un ? Je cherche Peter. » En entendant son nom, le jeune garçon se releva curieux. Quand il aperçut son ami, des larmes lui montèrent aux yeux. Solène le vit et vint immédiatement l'enlacer en pleurant elle aussi. « Mon Dieu, que tu sens mauvais, lui dit-elle, en riant et sanglotant à la fois. Peter desserra son étreinte honteux. La jeune fille le retint et le serra plus fort. « On va arranger ça, ne t'inquiète pas. » Sophia sourit, car même si elle savait bien que la partie était loin d'être gagnée, elle avait réussi une première étape essentielle, rompre l'isolement du jeune homme. Son protégé était toujours pétri de deux peurs intenses et liées qui seraient toutefois bien difficiles à surmonter. La peur de s'assumer et la peur de rentrer chez lui. Fin de la partie 11.